il aurait eu exactement 100 ans, ce 2 juillet 2025, Luis et Patrice Emery Lumumba, héros national de l'indépendance congolaise et surtout leader de cet événement, l'indépendance, et martyr de la souveraineté africaine, continue-t-il de hanter les consciences au niveau du pays, son pays, la RDC? Continue-t-il d'inspirer le peuple et d'interpeller les dirigeants à tous les niveaux? Je n'affirme rien, c'est la question que je pose. Un siècle après sa naissance, son rêve d'un Congo libre, maître de ses ressources et de son destin, entre en résonance, et surtout à cette période, en résonance troublante avec l'actualité brûlante au pays et ailleurs, surtout la signature de l'accord dit de Washington. Ce nouvel accord, censé sceller la paix entre la RDC et son voisin agresseur, le pays des 1000 collines, habitué au génocide entre deux tribus, soulève pourtant de nombreuses interrogations. Paix durable ou soumission silencieuse? Réconciliation ou compromission? C'est l'autre questionnement. Lumumba, s'il revenait parmi nous, que penserait-il de cette démarche diplomatique aux allures de reddition géopolitique, selon certains, est tout simplement une stratégie pour mettre fin à cette guerre, selon d'autres? Oui, à l'ombre de son héritage, le présent semble nous poser une question essentielle. Avons-nous trahi le rêve de Lumumba? Voilà autant de questions autour de cette table, deux invités. Dans son numéro de Matissa Niveau, Dani Singoma. Bon retour. Merci. Très absent du pays pour des raisons privées ou raisons toujours la société civile? La lutte nous amène partout. Et quelle est cette lutte actuellement? Nous sommes agressés. Ouais. L'Afrique est incapable de pouvoir résoudre cette crise. Et quelle est cette lutte maintenant? C'est ça, c'est la lutte. Nous continuons la lutte. Nous, au niveau de la société civile, je pense que nous jouons notre rôle. Peut-être les institutions faillissent, hein, mais nous, la société civile, nous continuons à former et à travailler sur ce panafricanisme, à travailler sur des coalitions plus importantes des peuples. Et on ne se rebiffe pas sur nous-mêmes, bien sûr, mais nous sommes ouverts au monde et nous cherchons des soutiens des autres collègues à travers l'Afrique, à travers le monde, pour nous sortir ensemble, parce que le contexte mondial nécessite de nouveaux paradigmes et que peut-être nous n'avons pas toujours maîtrisés. Le choix opéré sur votre personne est aussi justifié par le fait que vous êtes, vous croyez aux valeurs de Patrice Emery Lumumba. Beaucoup plus. J'ai toujours été inspiré par Lumumba depuis, je pense, j'avais 14 ans, que j'ai lu un livre écrit par Kamitatu Masamba, le papa d'Olivier, je pense, et qui a écrit un livre, La grande mystification du Congo-Kinshasa, et sous-titré Les crimes de Mobutu. Et ce livre parle de Lumumba, et d'ailleurs, beaucoup d'extraits du film de Raoul Peck sont tirés de ce livre. Et c'est là que j'ai eu la révolte, le déclic, d'aimer Lumumba, de suivre son combat. Et jusqu'à présent, je pense que je me réfère un peu à lui, bien que le contexte mondial a changé. Très bien. Votre structure à la société civile plurielle, c'est encore la... Bon, je suis sur plusieurs structures, mais ici, en tant que progressiste, je suis au CERDISOC, le Centre des ressources et de dynamisation de la société civile. Je suis aussi au réseau PRODES, le réseau de la promotion de la démocratie, des droits économiques et sociaux. Et là, nous sommes en pleine campagne pour la paix.
très bien. La paix est essentielle lorsqu'on veut développer un pays. Beaucoup de pays ont développé sur le continent, ont développé plusieurs secteurs. Le nôtre reste en retard. On lui a imposé une guerre par les multinationales en utilisant le petit voisin. Et puis nos mentalités ne sont pas des natures à faire décoller le pays. Les détournements, l'égoïsme et cette culture des jouissances. Mutabazi Sekimonyo Jo, vous êtes économiste. Vous n'êtes pas lumumbiste, vous? Non, je ne suis pas lumumbiste. Mais qu'est-ce qui vous attire dans ce que Lumumba fait, vous, personnellement? Lumumba, on le regarde sur différentes facettes. Poussez votre micro, oui. Il y a ceux qui disent Lumumba, l'activiste, tout ça. Moi, je dis Lumumba a été incompris. Pour moi, Lumumba, c'est un économiste politique, comme tous les autres peuvent parler de Karl Marx, d'Adam Smith. Je ne suis pas leur fervent, mais moi, quand je vois Lumumba, par exemple, le discours de 30 juin, quand il dit, il recadre le roi de Belge pour dire on est l'indépendance parce que les salaires, le travail, ça, c'est un économiste politique qui dit si la Belgique, sa politique économique sur les colonies, ne défavorise pas. Ne défavorisez pas. Mutabazi est plus anglophone. Hein, bon, vous comprenez, il est plus anglophone. Après, donc sa thèse en Floride. C'est en Floride. En Floride. Voilà. Alors, c'est ça. Si la politique des colonies était bonne, hein, il y avait un bon salaire où les gens mangeaient à leur faim, tout ça, il disait on n'allait pas chercher l'indépendance. Ça veut dire, Lumumba, à chaque discours qu'on parle de lui, en tant que cet humaniste, je dis, nous tous on est, on peut avoir un cœur, mais on a oublié de parler de Lumumba en tant que cette politique économique, on devait l'apprendre dans la faculté d'économie, comme tous les autres théoristes. Lumumba parle même dans son livre, la distribution des... Tous les autres théoriciens. Quand vous dites terroriste, c'est que Lumumba n'était pas terroriste. Non, théoricien. Oui, théoricien. Bon, ça fait du bien. Hein? Ça fait du bien parce que autrefois, je vous disais employement. Vous parlez de l'emploi, il est plus en American language, employement. Et tu ne m'as pas corrigé pour longtemps. Les gens m'appelaient monsieur employement et je me disais c'est quoi le problème. Oui. C'est plutôt se moquer de moi pour dire le type qui dit employement. Voilà. Non, mais c'est un lumumbiste. Moi, je trouve plutôt qu'on devrait penser Lumumba en tant que sa vision économique. Hein? Même quand on va aboutir, on va parler du deal ou de l'accord, je vois Lumumba qui peut réfléchir en ça en tant que théoricien, en tant que ces idées qu'on... Moi, je ne vois pas Lumumba un panafricaniste. Je vois plutôt Lumumba qui parle du commerce inter. Il dit ouvrez les portes parce qu'on doit avoir l'échange de biens et de personnes. Alors, on le voit Lumumba différemment, mais heureusement, nous deux, on aime Lumumba quelque part. On le traduit différemment. Nous sommes le 2 juillet, le jour de la clôture de l'année scolaire au Congo-Kinshasa. Aujourd'hui, les parents ont signé les bulletins dans les écoles pour leurs enfants, mais c'est 100 ans de Lumumba. Beaucoup de gens n'en parlent pas. Beaucoup de médias ont fait focus sur la recherche des investisseurs, les médias nationaux, comment on appelle, à Osaka et puis Tokyo. Moins d'attention sur ce qui s'est passé à Washington, un grand événement, et puis on ne parle même pas de ces 100 ans de Lumumba. Alors, nous sommes quand même parmi les rares médias qui en parlent, et nous avons le temps de le faire avec fierté, même si ça n'appelle pas ce que les gens attendent. J'ai mis la main sur vous, pas pour vous arrêter, parce que vous êtes l'homme de la gauche. Vous côtoyez Chomsky, Nam, le structuraliste fonctionnaliste, philosophe, linguiste américain d'origine juive, avec qui vous vivez aux États-Unis, vous côtoyez aux États-Unis, c'est l'homme de la gauche. Et vous êtes vraiment l'homme de la gauche. C'est pourquoi j'ai fait appel à vous. Nous ouvrons ce partage.
Danny Singoma, la première question, l'esprit de Lumumba pèse-t-il ou plane-t-il comme un juge silencieux sur l'accord de Washington en ce moment? Vous revenez de l'Afrique de l'Ouest, vous avez suivi tout ce qui s'est passé à Washington, vous suivez ce que Kagame a fait avec les Occidentaux contre nous. Alors Lumumba, son esprit aujourd'hui, on peut dire qu'il plane sur, effectivement, comme un juge silencieux sur cet accord de Washington. C'est un peu dur hein, d'estimer ce que Lumumba aurait pensé de l'accord de Washington. D'abord parce que, comme dit mon collègue ici, il a été mal compris. Déjà, on a accusé Lumumba de comploter, de chercher le soutien russe à l'époque, alors qu'il y avait la guerre froide et tout ça, alors qu'il n'en était rien. Tout simplement parce qu'on le craignait. Il n'avait même pas demandé ce soutien. Il demandait le soutien des Nations Unies, mais il a été jugé comme ça et décidé de mourir. Donc, c'est la même chose aujourd'hui avec cet accord. Ce qui est là, c'est que Lumumba aurait posé peut-être deux questions. De savoir qu'est-ce que le peuple gagne dans cette histoire et est-ce que cet accord ne nous amène pas à être recolonisés. Ce sont les deux questions que Lumumba aurait posées ou qu'il se serait posées et que nous aussi, nous devons nous poser. Il n'y a pas une réponse directe parce que nous ne connaissons même pas l'accord, tout ça, mais c'est ça seulement la question. Aujourd'hui, nous avons été agressés. Vous avez dit... nous sommes agressés. Les militaires rwandais sont en train, on nous dit qu'ils sont en train d'être déployés dans le sud Kivu. Ce qu'on apprend. Un jeune Congolais a été abattu en public devant ses frères et sœurs, abattus par ces incirconcis. Nous sommes assiégés, nous sommes agressés. Ok, nous sommes agressés. Malheureusement, bon, parce que quand on parle de l'accord, je ne savais pas si vous parlez de l'accord minier ou de l'accord... Je parle de l'accord de paix, parce que l'accord minier, on ne connaît pas encore son contenu. Les gens font la confusion. Quand on parlait plus de l'esprit de Lumumba, moi je vois la question d'abord économique. Hein? Alors, si l'accord de paix, effectivement, je pense que Lumumba était un homme de paix. Il a toujours voulu la paix. Il faut qu'on en parle, qu'on fasse d'une pierre deux coups. Et le deal minier et l'accord dit de paix. C'est ça. Lumumba, c'était un homme de paix. Il a toujours voulu la paix et c'est un panafricaniste. Bien que mon collègue l'a dit. Base, il l'accepte. Non, il est panafricaniste. Lumumba a toujours cherché à ce que l'Afrique soit unie, à ce que nous soyons des citoyens de l'Afrique et non pas des nationalistes recroquevillés sur eux-mêmes. Non, lui a voulu que nous soyons nationalistes dans le sens d'aimer nos pays, mais que nous soyons ouverts au monde et que nous soyons dans une Afrique où on se comprend, on se tolère. La force de l'Afrique aujourd'hui ne réside pas dans le fait d'être des États particuliers. La force de l'Afrique réside dans les forces de notre unité, comme l'a dit Tikenja Fakoli. Quand nous serons unis, ça va faire mal, ça va faire ceci. Parce qu'aujourd'hui, c'est que les États-Unis, c'est 54 États qui ont construit les États-Unis. Donc l'Afrique aussi peut être un seul État, une seule nation, et tout ça c'était notre débat. Mais aujourd'hui, je pense que Lumumba serait fier que deux pays africains puissent s'entendre. Maintenant, à savoir comment ils s'entendent, est-ce que nous tirons profit de cet accord réellement, comme je l'ai dit encore, ou est-ce que nous nous faisons dominer? Vous avez dit, nous sommes agressés, mais malheureusement, c'est pas, peut-être que je vais vite en besogne, mais l'accord redemande aux deux pays, de pouvoir collaborer encore par des opérations conjointes. Or, nous savons ce que ces opérations conjointes nous ont coûté. Produit sous Kabila. Mais aujourd'hui, l'accord nous impose, l'accord nous impose les opérations conjointes. L'accord nous impose de nous battre, que les pays se battent contre les Wazalendo. Donc, les Wazalendo, qu'on appelle les groupes... je ne sais pas quel terme, groupe armé non étatique, ce sont des termes qui ont été utilisés. Mais ça, c'est la loi congolaise a été votée, promulguée, portant reconnaissance des réserves. Vous ne pouvez pas mettre les Wazalendo dans le même sac que les groupes Codeco et ainsi de suite, Maïma, Yakutumba. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Ce sont des
des réserves Ok. ou réservistes de Mais l'armée. ils ne sont pas épargnés. Ils ne sont pas épargnés. Ils ne sont pas réservistes même de l'armée. Ils ne sont pas dedans. Hein? Et même cette question des réservistes de l'armée, ça porte toujours confusion. La RAD, on ne sait pas comment ça fonctionne, qui est membre de la RAD, qui sont. Et aujourd'hui, effectivement, sur terrain, les Ouazalendo qui se sont sacrifiés, les dignes fils du pays qui ont donné leur sang, leur cœur, leur âme pour le pays. Aujourd'hui, nous avons entendu, le chef d'état-major de l'armée ougandaise a dit qu'il va mener la guerre contre les Ouazalendo. Donc, il y a un problème. Je pense qu'au-delà de tout, ces groupes-là devaient être récupérés Vous prenez autrement. le gars là au sérieux. Est-ce que sa tête vraiment est normale? Je ne Sa peux tête pas. est normale. Il a été accueilli ici avec tous les honneurs et il a prononcé cela quand il a quitté ici. Donc il est venu faire une réunion avec l'état-major de nos forces armées. Je ne connais pas le contenu de leur accord, mais c'est tout juste, il a été accueilli ici. Avec tout ce qu'on dit, sa tête ne fonctionne pas, mais il a été accueilli avec tous les honneurs et il est rentré pour renforcer la coopération qui existe entre les armées ougandaises et l'armée congolaise. Donc aujourd'hui, ils vont s'attaquer aux Azalendo et ça, je pense que Lumumba n'aurait pas aimé que des nationalistes qui se sont donnés corps et âme pour le pays soient malmenés de cette façon. Donc ça, c'est une chose, mais je pense que pour la paix, nous sommes tous d'accord qu'il faut la paix. Il faut qu'on connaisse bien cet accord. Moi, en tant que société civile, je suis triste de savoir que tout a été signé et nous n'avons pas été associés, ni en amont, et maintenant en aval aussi, on ne sait pas ce qu'on va faire, mais c'est vraiment triste que ça soit signé simplement dans les stricts secrets entre le Congo, le Rwanda et les États-Unis, mais quand même nous avons quelque chose sur lequel nous pouvons travailler pour que la paix retourne au Congo. Voilà. Première question, avant de revenir à la question, à l'une des questions principales. Dans l'accord, il est question de pouvoir désactiver, ça c'est moi qui emprunte ce verbe, les FDLR et également l'armée rwandaise. L'armée rwandaise n'est pas seule, et là, c'est supplétif sur le seul Congolais, M23 et AFC. Alors, question directe ou directe. Les FDLR, M23 des Rwandais. Alors, des étrangers sur notre sol, si Lumumba était vivant, même dans la vieillesse, accepterait-il une telle situation? Il aurait peut-être compris la situation plus clairement. Comme on dit, maintenant on veut les FDLR de désarmer. Le Rwanda sait qu'il n'y en a pas beaucoup. Mais ceux dont il veut se venger dessus, ce sont les Ouazalendo. Et maintenant, on les appelle quoi? Non étatiques. Donc, on dit groupe non étatique. Non étatique, parce que jusque-là, c'est la clé maintenant il doit éliminer toutes ces forces. Hier, ils étaient Maïmaï, Kodeko, Nyatura, mais aujourd'hui, on les appelle les Ouazalendo, qui ne sont pas un danger pour le Rwanda, mais qui sont une force de protection de la RDC que le Rwanda veut éliminer pour avoir un tampon qui ne va pas les déranger dans cette raison. Est-ce que Lumumba aurait voulu qu'on les désarme ou les neutralise? Je ne vois pas comment il le voudrait. Je ne vois pas. Pourquoi? Parce qu'il était là pour... On parle de lui en tant que panafricaniste. Moi, je le vois plutôt beaucoup plus nationaliste. Ça veut dire qu'il n'aurait pas voulu qu'on neutralise ses frères. Moi, je dis, il n'est pas... Lumumba, ce n'était pas un homme de la paix. Mais il avait compris, il voulait le business. La paix n'amène pas le développement. Et c'est que Lumumba avait compris. Par exemple, aujourd'hui, le Burundi. Le Burundi, c'est parmi les pays où il y a la paix relative. Mais c'est parmi les pays pauvres. Et vous allez trouver que Lumumba, dans ce discours, il parlait de la paix au passage, mais il parlait toujours emploi, humiliation, parce qu'il avait compris quoi? La pauvreté. Vous ne pouvez pas avoir la paix sans pain. Comment on dit? Ventre vide n'a pas d'oreille, mais aussi c'est énervant d'avoir un ventre vide. Alors, moi je vois plutôt Lumumba, on lui colle l'étiquette de panafricaniste. Non, Lumumba en anglais on dit c'est un free trader. Hein? Free trade, comment on dit? Ouvrir les portes pour les économies. Il n'a pas dit... L'Europe, elle est unie. Il y a l'Europe unie. Mais il y a la France et l'Allemagne qui dirigent.
on ne peut pas se développer en étant unis en Afrique. On peut se réunir, mais certains pays doivent prendre la charge, comme le Nigeria, l'Éthiopie, la RDC, l'Égypte, l'Afrique du Sud. Il n'y a pas de Kumbaya. Moi, je dis plutôt, c'est l'Afrique, certains pays africains qui doivent coloniser les autres pays africains dans une forme d'union, mais aussi qui est le boss. On n'a pas le même poids, on n'a pas le même potentiel. Et ça, c'est ce qui est bon dans cette discussion, parce que c'est une discussion idéologique. Et Lumumba, quand il a parlé des théories. C'est seulement que les gens ne l'ont pas lu, hein, sans émotion. Et lui, Lumumba n'était pas un panafricain. Il a été dans les réunions panafricains, hein, tout ça. Mobutu, est-ce que Mobutu était un panafricain? Il a été dans les réunions panafricains. Mais quand vous le lisez à Ibadan, dans ce discours, quand il parle d'ouvrir les portes, c'était pour le commerce. Il n'a pas dit qu'on ouvre les portes juste pour se donner de Kumbaya. Quand vous le voyez dans le discours de l'indépendance, Lumumba dit quoi? Il dit, oui, on a tout ça. Je vous garantis, on ne peut pas se développer sans les autres. Mais pas à d'autres pays qui vont venir nous imposer leur politique. Ça veut dire qu'il était avant tout nationaliste. Il accepte de deal avec tout le monde, mais s'il respecte nos lois. Alors, là, il faut rectifier. Oui, bon, il faut rectifier cette histoire. Vous voulez Oui, Mobutu n'a pas été un panafricaniste. Il se dit. Mais Mobutu a défendu les Noirs d'Afrique du Sud contre le système criminel d'apartheid. Oui. Mobutu a pris position en faveur de l'Égypte, qui était en conflit avec Israël, entre un ami et un frère. Le choix est clair, vous vous souvenez. Mais même au niveau des instances internationales, vous voulez rectifier quelque chose rapidement avant d'aborder l'autre question. Dire que Lumumba n'est pas panafricaniste, c'est vraiment cracher sur la mémoire de Lumumba. Nous qui travaillons sur Lumumba, nous savons que c'était un panafricaniste. Et les panafricanistes, c'est ressources de Lumumba. Donc, allez dans tous les pays, Mali, Burkina et tout, là-bas, vous sentez vraiment la force de Lumumba. Maintenant, dire que l'approche de Lumumba était économique, non. L'approche de Lumumba n'a jamais été économique. L'approche de Lumumba était une approche sociale avec un modèle économique basé sur le socialisme. C'était ça l'approche de Lumumba. Lumumba n'était pas un capitaliste. Ça, il faut le savoir, il n'était pas un capitaliste, il ne faisait pas l'économie pour l'économie, mais il fallait que l'économie mette l'homme au centre des intérêts. C'est ça Lumumba. Quand il parle de l'emploi, c'est ça toute la notion socialiste qui était dans Lumumba. Et quand Lumumba, lui, c'était un humaniste. C'est ça d'abord qu'il faut comprendre en premier lieu. Un humaniste qui croit à la valeur de l'homme et que l'économie doit être au service de l'homme. Donc, si aujourd'hui on veut comparer Lumumba à dire que parce qu'il a parlé de l'emploi, parce qu'il a parlé d'ouvrir le Congo et ainsi de suite, non. Il a parlé de cela en voyant comment les citoyens congolais peuvent se retrouver dans une économie qui lui profite. Et cette économie est une économie de partage. En tant qu'économiste, il fait ressortir, il nous présente un Lumumba comme théoricien ou auteur d'une théorie économique. C'est ça, il était dans une approche. Sa lecture. Le problème, c'est qu'on sait aujourd'hui, le monde, on veut nous tromper, le monde ne vit que sur une approche économique. Si tu ne peux pas résoudre les problèmes du monde sans une approche économique, malheureusement, l'approche économique qui domine, c'est l'approche capitaliste. Or, quand tu vas dans l'antithèse du capitalisme, tu rentres soit dans le socialisme, ou alors d'autres, l'économie sociale des marchés, tout ça qui nous complique. Mais c'était des approches. Il y avait le socialisme et il y avait le capitalisme. Et que Lumumba, lui, parlait d'une économie qui met d'abord l'homme au centre des intérêts de tout. Donc c'est l'homme. L'économie repose sur l'homme, tandis qu'ici, l'économie repose sur les biens et les services. Ça, c'est autre chose. Ça veut dire qu'il y a les gens qui veulent s'enrichir au dos de la population, tandis que Lumumba voulait que la population soit les premiers à tirer profit. L'État-providence, ça, Lumumba croyait en l'État-providence. Or, l'économie pure ne pense pas à l'État-providence. Lumumba pensait que l'État doit d'abord s'occuper de la population. Quand il dit aux Belges, quand il se révolte contre les rois des Belges, il lui dit que nous avons subi ceci, nous avons subi ceci. C'est pour lui dire que les peuples congolais étaient soumis presque à l'esclavage, étaient un objet plutôt qu'un être humain. Donc c'est ça qu'on doit reconnaître en Lumumba. José Kimonyo, est-ce que vous pouvez réagir parce que il a réagi. Oui, moi aussi je face à vos affirmations. Je peux réagir quand vous dites que Lumumba n'était pas un économiste et vous dites qu'il était socialiste. Le socialisme c'est un truc économique. Ça veut dire qu'il y a une certaine contradiction dans ce que vous dites. Quand vous dites qu'il a dit le roi des Belges, les conditions, Lumumba en soi c'était un économiste.
Et malheureusement, on l'a réduit à dire qu'il est socialiste. On veut le mettre dans une case. Parce que c'est plus facile de comprendre les idées de Lumumba si on l'attribue une certaine école de développement économique des Blancs. Quand on dit qu'il n'était pas capitaliste, il était socialiste, c'est le réduire. Lumumba avait sa pensée économique. Malheureusement, il n'a pas vécu longtemps que cela pour l'amener. Peut-être il l'aurait appelé le Lumumbiste. Lumumba n'est pas un socialiste. Mais Lumumba, dans ses principes d'économie, il a dit on va créer les règles. Il est mort avant de les créer. Une nouvelle règle basée de mettre l'humain en premier. Ça veut dire quoi? Le capital humain. C'est pas qu'on va aimer l'homme. Non, les capitalistes ne peuvent pas nous réduire en cela. Parce que moi, je travaille sur cette question des années. Je ne suis pas économiste. Je suis un altermondialiste. Pourquoi l'altermondialisme est né? L'altermondialisme, c'est à la naissance de l'OMC qu'on a créé l'altermondialisme pour que l'économie mondiale ne soit pas basée sur l'enrichissement des riches, mais que les populations puissent, que ce soit une économie au niveau de tout le monde et que ce soit d'abord l'homme qui soit mis au centre des intérêts. Et le socialisme répond à cela. Mais aujourd'hui, dire qu'il est socialiste et n'est pas capitaliste, non, on ne peut pas opposer le socialisme à l'économie. Le socialisme a une approche économique qui met l'homme au centre de tous les intérêts. Tandis que le capitalisme met l'homme comme un objet, une marchandise. Et Lumumba était dans l'autre sens. Donc l'approche économique de Lumumba était une approche socialiste de l'économie. Je suis éthociste. Moi, je suis éthociste. Éthociste. Je ne sais pas de quoi il s'agit. Et voilà. Ça veut dire, moi aussi, les gens pensent que je suis socialiste. Je suis allé en Chine, en parlant. Mon livre ne peut pas se vendre en Chine. On me dit, je suis tellement extrémiste à cause de mes idées. Oui. Mais pour que les gens... On a parlé de Chomsky. Moi, je connais bien Chomsky. J'ai lu Chomsky et quand je travaille contre la dette, c'est sur les théories de Chomsky. Quand je travaille sur Karl Marx. Mais je parle de mes théories. Oui. Vous m'avez lu. Et tes théories, je suis... Alors, vous avez dit, vous êtes éthociste. Éthociste, ça signifie quoi? Ou l'éthocisme, c'est quoi? L'éthocisme, ça veut dire que tous les systèmes d'avant, socialisme, capitalisme, ce sont de vieux modèles. Aujourd'hui, les gens, pour qu'on travaille ici, les gens ça leur appartient les moyens de participation. Oui, donc oui. Ça veut dire quand ils amènent les propriétaires. Les propriétaires de ce moyen. Quand il y a une entreprise, nous tous, on met les mêmes moyens de propriétaires de nos moyens. Ça veut dire aujourd'hui, l'argent et la connaissance et le muscle sont égales. La notion du salaire doit disparaître. Tout le monde doit prendre un pourcentage du profit. Parce que tout le monde entre dans cette danse pour produire. Dans le 18e siècle, on prenait quelqu'un de la ferme. On l'amenait, on l'entraînait pour faire la chaussure. C'est lui qui payait pour tes études. Il a droit au profit et toi du salaire. Mais aujourd'hui, on va à l'école nous-mêmes. On se retrouve être payé comme l'esclave, le type de la ferme en Angleterre. Et ça, c'est un nouveau courant d'idées. Malheureusement, on réduit. Moi, je me sens pas lumumbiste, mais je sens un enfant inspiré par Lumumba qui a voulu tracer son propre chemin, mais il est mort et tout le monde veut le colorer d'une façon plus facile à digérer. Il n'était pas socialiste. Il parlait plutôt de capital humain. Et dans le capital humain, même aujourd'hui, aux États-Unis, on parle du capital humain. Le modèle que Lumumba voulait, il est mort avant de décrire les règles. Mais les principes, ils étaient différents, j'accède. Mais il n'a pas eu à écrire les règles. Alors, ne l'appelons pas socialiste ou capitaliste, il était lumumbiste économique. Non. On ne sait pas à partir de ces principes. Tu vois les principes, ça c'est la politique économique. Les principes qui disaient l'homme au milieu. Voilà. Mais il est mort avant de dire comment on écrit les règles. On l'a tué avant. Voilà, on évolue. On évolue. Je comprends que c'est intéressant entre vous, Seki Monyo, et M. Singoma, oui. Dani, mais c'est hyper intéressant lorsque on est dans un débat d'idées. Alors, l'autre question très importante en ce moment, peut-on parler de souveraineté nationale lorsque une paix est négociée sous l'arbitrage d'une puissance étrangère? Si, on peut parler tout. Nous réfléchissons à haute voix. Si. Nous ne sommes pas ici dans les partisaneries. Voilà. Non, la paix a son prix. La paix a son prix, la paix a ses sacrifices.
Moi, je suis partisan de Che Guevara, d'ailleurs, qui n'aimait pas les États-Unis, mais qui est allé aux États-Unis. Il est allé, il a visité, il a compris, il a dit qu'il fallait faire des alliances là-bas. Donc, aujourd'hui, je pense que si, moi d'abord, j'avais prôné cela, il y a très longtemps, quand j'ai parlé de l'accord d'Addis Abeba, que je soutiens, bien sûr, mais il manquait une chose dans l'accord d'Addis Abeba, il manquait un garant. Il manquait un garant, les Nations Unies, garant, ça allait dans tous les sens, et puis les Nations Unies aussi ont perdu beaucoup de leur puissance, mais il fallait un garant identifié pour dire c'est celui-ci qui peut soutenir la paix. Ça pouvait être la France, ça pouvait être les États-Unis, ça pouvait être la Chine ou tout autre pays. Aujourd'hui, les États-Unis, s'ils se portent garant, c'est une bonne chose. Malheureusement, simplement, les dessous des cartes qu'on ne connaît pas. Mais négocier une paix avec un garant qui impose, qui peut aider à ce que deux pays puissent se retrouver, qu'il dit, moi je vais les suivre pour que chacun respecte, moi je pense que c'est une bonne chose. Mais comme j'ai dit, c'est le contenu de l'accord qui nous pose problème. Parce qu'on ne sait pas vraiment, même si on nous donne des éléments sur lesquels l'accord se repose, mais il y a quelque chose de flou dedans, d'autant plus que la population n'a pas été vraiment associée. Et puis en plus de cela, je vais rectifier ce que vous avez dit. Je ne suis pas d'accord que vous dites que M23 égale Rwanda. Non. Ils sont soutenus par le Rwanda, ils sont colorés et tout, mais sinon vous allez contredire le gouvernement congolais qui va faire un dialogue à dos. Je ne suis pas obligé. Non, non. Je ne suis pas obligé de parler sous la dictée du gouvernement congolais. Vous n'êtes pas obligé. Mais je dis simplement que oui, vous allez contredire le gouvernement congolais qui va faire un dialogue à Doha avec le M23. S'il n'était pas congolais, il n'allait pas faire ce dialogue là-bas. On ne dit pas, les problèmes du Congo que nous avons, les problèmes de faciès comptent. Ça ne veut pas dire que parce qu'il y a des Tutsis dans les M23, que tous les Tutsis deviennent des Rwandais. Dans ce débat. Oui. S'il vous plaît. Non. Deuxième chose. Je ferme cette parenthèse. Non. Deuxième chose. Ne nous amenez pas dans la forme du nez ou de ceci. C'est vous qui avez dit que les M23, ce sont les Rwandais. Moi, j'ai dit que les M23... Rentrons dans le sujet. On va revenir sur ça parce qu'il y a un problème que nous avons au Congo. C'est l'identification des Congolais. Dans tous les milieux. On n'a pas fait de recensement depuis 1984. Et ça va nous retourner. Hein. Rentrons dans le sujet. C'est ce que j'ai dit. Donc, il faut retirer cette phrase. On connaît l'hypocrisie qu'il y a dans ce qui... Il y a beaucoup d'hypocrisie. C'est pour cela que j'ai dit, au lieu de les qualifier directement, parce que vous avez dit ici, les Ouazalendo sont des Congolais, les M23 sont des Rwandais. Non. Et il y a beaucoup de choses, on ne va pas rentrer là-dedans. Oui, mais c'est pour dire que... cette défense ailleurs, mais non. Si, mais il ne faut pas vraiment insister sur cette façon, parce que sinon nous venons cautionner quelque chose, alors que nous sommes en train de travailler sur la paix, et dans cette paix, il y a des logiques. C'est le gouvernement congolais qui nous a dit qu'ils sont en négociation, et il a fait diffuser partout qu'il est en négociation avec les M23, et l'accord de Washington, pour être réalisé, ils disent que la partie concernant M23 sera traitée à Doha, et la signature entre les chefs d'État sera tributaire de la signature de l'accord entre les M23. Continuons, on vous regarde. Donc là, il faut faire un peu attention avec cela, parce que en tant qu'humanistes comme Lumumba et tout, nous devons rétablir les vérités, bien que ça fâche quelque part. Parce que le gouvernement a accepté. Sans l'accord de Doha, l'accord de Washington ne va pas marcher. Vous nous amenez dans ce débat de voilà la forme du nez, la forme. Non, on n'a pas insisté sur ça. Les yeux, ainsi de suite. J'ai parlé de Doha. Doha va conditionner Washington. Voilà. C'est ça le problème. La même question posée à Denis Singoma, elle vous est destinée. Est-ce que nous pouvons parler de la souveraineté nationale, lorsqu'une paix est négociée sous l'égide d'une puissance étrangère? Non, parce qu'on est soumis à des caprices. Nous restons dans le lumumbisme. Hein? Oui. Je ne veux pas parler de qui a un gros nez, petit nez, M23. Ouais. On laisse ça donner. Oui. Mais pour dire, on est soumis à des caprices d'une administration. Parce que ce n'est pas les États-Unis qui garantissent la paix. C'est maintenant l'administration Trump qui peut changer d'avis, selon eux, pour qu'on ait la paix en RDC. Et même ça, je dis, la paix, on demande, c'est la mauvaise chose. On pouvait bien développer le développement au lieu de la paix. Mais maintenant, là, tout ce qu'on a signé, ça va dépendre d'une administration pour qu'il change d'avis. Et ce n'est même pas l'administration, ça va demander Trump. Il change d'avis tout le temps pour que tous reviennent à zéro. Et c'est ça que il n'y a pas de souveraineté. On dit, il y a la paix, il y a un prix pour la paix. Je me dis, non, peut-être dans un mariage. Mais dans un monde qu'on existe, non. On doit parler plutôt de développement. On doit parler de notre souveraineté. Et notre souveraineté, on doit l'imposer d'une façon intelligente.
au XXe siècle, ce n'est pas seulement les muscles. On a vu l'Israël. Nous sommes au XXIe siècle. 21e siècle, on a vu l'Israël qui a tiré sur l'Iran et l'Iran qui a fouetté aussi. À la fin de compte, le dos perdu, parce que ce n'était pas une guerre de bombes, c'était une guerre intelligente. Et on doit comprendre ça. Mais au milieu de... Il n'y avait pas... L'Amérique n'est pas au milieu. L'Amérique est derrière l'Israël. C'est ça. Quand l'Iran ne veut pas négocier, parce qu'il dit que l'arbitre est de l'autre côté. Et chacun veut imposer sa partie. On peut changer le milieu. Maintenant, ils sont à l'Union européenne. Ils sont là-bas pour l'Union européenne a ouvert la voie pour négociation entre les deux. Ça veut dire le milieu, ça importe le moins. C'est les deux parties qui veulent imposer leur souveraineté, ils veulent imposer leur agenda. On peut faire des compromis, mais on ne peut pas abdiquer. On ne doit pas compter sur le milieu. L'accord de Washington est-il, comme on dit en français, un nouveau piège néocolonial sous l'étiquette diplomatique? Oui. Ça continue cette progression de nous ramener, pour moi, en 1960. Moi, je dis, c'est bien clair, le Lumumba dit, on ne peut pas, c'est le principe. On peut avoir des amis, mais ils ne peuvent pas nous imposer leur politique. Maintenant, avec l'accord, on voit le Rwanda qui nous impose, par exemple, le partage des ressources. Le Rwanda n'a ni capital humain, ni capital financier. Comment on va faire un business avec quelqu'un qui n'a rien? Ça veut dire que ce seront des compagnies qui seront de l'autre côté. Il y a tellement... Des compagnies occidentales, américaines, européennes, qui vont s'installer à Kigali, qui existe ou d'autres qui sont là, n'aiment pas perdre le marché. Oui. Il faut que le Rwanda aussi commence à sous-traiter, voilà, pour que le Rwanda se retrouve. En principe, ce n'est pas le Rwanda qui se retrouve, ce sont ces multinationales qui se retrouvent de l'autre côté. De l'autre côté, mais ça veut dire quoi? Le problème, c'est, pour moi, c'est la guerre intelligente. Moi, je dis, par exemple, si on revient à Lumumba n'a pas été tué parce qu'il voulait l'indépendance politique. On l'avait déjà. Mais quand Lumumba a commencé à parler de développement économie, c'est ce qui lui a coûté la vie. Et on doit comprendre que les autres, on est dans une compétition. Bien sûr, l'accord, je peux dire, il est imparfait. Mais il est toujours parfait pour celui qui sait en tirer profit. Voilà. La même question. Oui. La même question, piège néocolonial. Est-ce que nous ne sommes pas, comme on dit à Kinshasa, un quartier, vieux Moroboye, Azar voyou, mais à utiliser petit Moroboye ou petit Moroboye, à semer terreur, à Iba, à Salamabe. Maintenant, si Koyo, son petit Kangiye, il est pris, hein, comme on dit en flagrant délit, vieux aïe pour sauver petit, mais en même temps, Azo Bongissa, entre les victimes et autres. Je pense qu'il y a plusieurs questions dans la même question, mais la grande question que vous avez parlé du piège. Moi, je pense qu'il n'y a pas de piège, parce que nous sommes déjà dans les pièges, depuis longtemps. Le Congo ne s'est jamais sorti, n'a jamais réclamé sa souveraineté. Le Congo, dans la conscience collective, nos leaders politiques nous ramènent toujours à ce manque de souveraineté. Nous pensons toujours que c'est ce qui vient de l'extérieur qui est bon. La communauté internationale, on parle toujours de la communauté internationale, on parle de ceci. Donc, nous sommes vraiment extravertis dans plusieurs choses. Le Congo, son économie est capitaliste, sa vision du monde est capitaliste, d'autant que nous sommes liés, nous sommes nous-mêmes liés au courant capitaliste et à ces pièges-là que nous sommes tombés dedans. Et donc si le Lumumba était vivant et en fonction à cette période, bon, nous prenons l'exemple qu'à 100 ans, il est encore fort, et il travaille, il est acteur politique, donc dirigeant politique. Est-ce qu'il aurait signé un tel accord et à quel prix? Moi, j'ai dit pour Lumumba, je ne peux pas parler à sa place. Lumumba ne ferait pas du Congo la Corée du Nord. Il ne ferait pas que le Congo soit renfermé sur lui-même. Lumumba a toujours voulu l'ouverture du Congo, Lumumba a voulu l'ouverture du monde et il a voulu le soutien des autres pays du monde si ça peut faire marcher le Congo. Même quand nous avons choisi... Nous sommes dans un monde aujourd'hui qui est plus multilatéral qu'à l'époque, bien sûr avec des courants qui veulent les ramener encore, veulent casser le multilatéralisme, mais c'est grâce à cela que nous sommes en train de vivre. Aujourd'hui, les États-Unis
qui veulent trouver la paix entre le Congo et le Rwanda, ce n'est pas les États-Unis qui ne nous ont pas imposé cette paix. Ce n'est pas les États-Unis qui sont venus dire les Congo et le Rwanda, vous vous entendez. C'est nous, les Congo, qui sommes allés chercher les États-Unis. C'est le Congo, c'est notre gouvernement congolais qui est allé demander aux États-Unis de tout faire pour la paix et il va lui donner les minéraux. Et c'est à ce moment-là que les États-Unis se sont mis dans cette démarche. Mais jamais les États-Unis ne sont pas venus pour nous dire vous êtes là. C'est nous-mêmes qui nous sommes pris dans les pièges. Si ça se renferme sur nous, c'est nous. Alors, parler de souverainisme, c'est bon, mais à un certain moment, quand vous êtes là, vous êtes sous l'eau, il faut savoir s'en sortir, mais avoir les moyens d'être malin. De dire que je suis entré dans ces jeux, mais qu'est-ce que je tire comme profit? Quand nous gagnons la paix, nous savons nous organiser et rebondir. Mais si nous allons, en restant comme ça, sans force, sans savoir nous en sortir, dormir sur nos lauriers parce que les États-Unis ont déjà fait le travail, je pense que nous serons esclaves. Donc il faut que le Congo renaisse en interne, et c'est pour cela qu'il y a peut-être d'autres options qu'on n'a pas dit ici, un dialogue national et tout entre les Congolais est très important pour que nous sachions que qu'est-ce que nous tirons profit de ce que nous aurons gagné à Washington. Mais si nous restons là-bas, nous serons esclaves. Toujours des dialogues, mais qui aboutissent à quoi finalement? Alors, Moutabazi, vous avez suivi le président de la République lors de son message à la nation le 30 juin? Juste, honnêtement. Non, j'ai suivi, c'est mon Facebook, certaines parties. Je n'ai pas suivi le discours. Les grandes lignes. Alors, quel héritage moral et politique le pouvoir actuel de Félix Tshisekedi tire-t-il justement et réellement de Patrice Emery Lumumba? Lorsque vous avez suivi son discours, il dit il n'est pas question de brader les minéraux. Quand j'ai lu il faut rendre le Congo maître de ses richesses. Quand j'ai lu les grandes lignes, je continue à dire, si ils ont lu Lumumba, ils l'ont mal lu. Hein, ils l'ont mal lu. Maître de ses richesses ne change rien. Il faut savoir quoi en faire. Lumumba, quand il dit qu'on souffre, on monte, c'était pas encore, même si on peut être d'accord sur certains points, mais la lecture est différente. Moi, j'ai dit, Lumumba dit, on doit s'ouvrir au monde pour apprendre. Parce qu'on se retrouve en 1960, on a combien de gens qui ont été à l'université, combien d'experts? Alors, Lumumba veut utiliser nos moyens, nos potentiels, pour acquérir la main-d'œuvre. Ce n'était pas pour acquérir comment on appelle ça, le budget de l'État. Lumumba parle qu'on a les moyens de la nature pour développer la main-d'œuvre propre à nous. Ce n'était pas pour autre chose. C'était une vision stratégique. Et quand le président dit on doit contrôler seulement nos richesses, ça ne veut rien dire. On va mourir dessus, et puis quoi? Quand il dit que c'est une vue qui parle de Lumumba à la surface est trop émotionnelle. Et c'est ça que je dis. Le problème de Lumumba aujourd'hui, il n'est pas lu d'une façon purement moins émotionnelle, scientifique. Qu'est-ce que Lumumba dit? Qu'est-ce qu'on peut entendre de ses principes? Et qu'est-ce qu'on peut en déduire? Et c'est ça le piège qu'on a. Parce que Lumumba n'a pas vécu longtemps, et nous deux, hein, on peut parler de... Les règles, c'était quoi? Et moi, je dis, Lumumba n'était pas panafricaniste. Il avait compris que certains grands pays comme le Ghana doivent être, comment on appelle le pistolet, ou la fer de lance de l'Afrique. On devrait jouer notre rôle. Il était nationaliste jusqu'au bout, mais il avait compris qu'il n'avait pas la main-d'œuvre. Et son approche, c'est non, on doit utiliser nos minéraux pour nous, pour acquérir la main-d'œuvre. Et c'est le seul moyen dont le Congolais pourrait avoir un salaire où il pourrait manger à sa faim. Et voilà. Ce qu'il ne faut pas oublier. Dani, je vous retourne la même question, justement. Vous avez suivi le président de la République, vous avez été en dehors de Kinshasa, du pays, le message du 30 juin. Qui n'est pas hyper exploité, décrypté par les journaux ou la presse nationale. Alors, lorsque vous l'écoutez, par rapport à l'héritage moral et politique qu'il faut tirer de Lumumba lui-même, quelle est votre réaction? Bon, moi je dis d'abord la première chose dans ces pays, la plus grande faiblesse que nous avons, c'est le manque des penchants idéologiques dans ces pays. Et on n'a pas de penchants idéologiques, on ne sait pas si on est de gauche, si on est de droite, bien que dans les discours du chef de l'État, comme il dit, je ne l'ai pas très bien suivi, beaucoup de problèmes, électricité, tout ça, mais quelque part,
j'ai compris comme s'il a tiré quelque chose du discours de Laurent Désiré Kabila. On tire simplement dans la forme les discours, mais peut-être on ne s'approprie pas tellement. Mais pour faire aussi cette émotion, cette sensation, on tire quelque chose parce qu'il y a des mots qui reviennent, être maître de son sol, tout ça. Ça, c'est vraiment le discours de Laurent Désiré Kabila, qui était lumumbiste, et parce que sa guerre, il a fait suite à tous les efforts de Lumumba. Est-ce que nous sommes souverains? Est-ce qu'il continue à parler de souverainisme? Oui. Le grand problème, c'est qu'en Afrique, aujourd'hui, on a développé les discours souverainistes. On a développé les discours souverainistes, mais ces discours portent quand même à confusion parce que parfois, les gouvernants développent un discours souverainiste non pas pour aider la population à évoluer, que le pays se développe, mais ils prennent les discours souverainistes pour qu'on ne lui donne pas des injonctions de l'extérieur, lui, en tant que chef. Je ne dis pas que c'est ce qui est arrivé à notre chef, mais on sent que beaucoup de dirigeants africains le font. Mais je suis encore, quand ils parlent qu'ils ne bradent pas les minéraux du Congo, on ne peut pas les juger maintenant. On doit les juger, comme je l'ai dit, nous tous nous n'avons pas l'accord économique. C'est avec cet accord économique qu'on saura si les minéraux ont été bradés ou pas. Mais simplement, nous avons entendu le président Trump lui-même dit que nous avons eu beaucoup de droits sur les minéraux du Congo. Qu'est-ce que ça veut dire? Beaucoup. Oui, c'est ce qu'il a dit. Vous l'avez suivi comme ça, lui-même a dit ça, nous avons eu beaucoup de droits sur les minéraux du Congo. Mais qu'est-ce que ça veut dire beaucoup de droits? Et il a dit que les Congolais sont venus me voir parce qu'ils n'aiment pas la Chine et la Russie. C'est ça qu'il a dit. Bon, mais là, vous connaissez Trump, non? Oui. Est-ce que vous connaissez Trump? Pourquoi il a sa façon de communiquer. Peut-être c'est vrai. Peut-être les négociateurs qui sont allés lui dire, on dit que nous en avons marre, les contrats chinois n'ont pas marché. Vous dites, heureusement, vous dites peut-être. Hein, je sais que j'ai dit peut-être. Je n'affirme pas parce que mais je l'ai entendu lui-même dire que nous avons eu beaucoup de droits miniers. Et il a dit les Congolais sont venus me voir pour dire qu'ils n'aiment pas la Chine et la Russie. Non, il n'a pas dit ça. Il a dit ça. Il a dit, je peux vous les le gens montrer. sont venus me dire que les Congolais leur ont dit, ah ben, vous venez, on n'a pas besoin de la Russie, et puis on en a marre de la Chine. Oui. Alors, bon, dites-le quand même fidèlement, rendez fidèlement. Mais comment on va les rendre fidèlement? Parce qu'il parlait en anglais, nous sommes en train de traduire. Oui, bon, je ne sais pas votre traduction, c'est Google Translate, ou bien c'est quelle traduction? ChatGPT. Voilà. Mais revenons à cette autre interview. Oui. Devant une consoeur, Trump a dit, alors, le coltan, le cobalt du monde, le Congo renferme plus de 50%. Alors, est-ce que vous allez valoriser le cobalt congolais? Il a dit, je vais le faire. Je vais valoriser le cobalt congolais. Vous l'avez suivi aussi? Oui, mais il va le valoriser pour qui? Pour les Congolais? Ça, c'est la question que vous lui posez ou bien? Oui, parce que aujourd'hui, on est tenté de voir comme si c'est la première fois que les entreprises américaines sont ici. Ce n'est pas la première fois. Trump a fait des choses. En 2018, quand il arrive au pouvoir, Obama a mis en place ce qu'on appelle la loi Dodd-Frank. La loi Dodd-Frank imposait aux entreprises américaines de respecter les principes des droits de l'homme dans la chaîne d'approvisionnement. Mais quand le président Trump est arrivé, il a cassé parce qu'il a dit pourquoi seulement les États-Unis qui seront imposés et non pas les autres pays. Ça, c'est en défaveur. Il a cassé. Ça, c'est la première chose. Nous avions une grande entreprise américaine, Tenke Fungurume. Elle était américaine. Quelle est la différence qu'elle a faite à ces milliers de Tenke Fungurume? Rien. Vous pensez qu'ils sont partis? Oui, de TFM? Quoi ça? Oui. Non, ils ont changé peut-être, mais ils ont vendu aux Chinois. Vous pensez que Frappe... Comme c'est une multinationale, on dit multinationale, donc peut-être qu'il y a... Mais c'était d'abord américain, et les Américains ont vendu. Mais pendant que c'était américain... Vous êtes sûr qu'ils ont vendu? Qu'ils aient vendu. Vous êtes un homme bien informé. Vous êtes sûr qu'ils ont vendu? Ils ont vendu. Mais même quand ils étaient là, quand on savait que c'était une entreprise américaine, quelle est la différence qu'il y a eu dans ces milliers? Au contraire, c'est toujours l'entreprise contre la population. Donc aujourd'hui... Ce n'était pas avec l'administration Trump. Quoi ça? Non, moi je parle FM d'abord des Américains. Été vendu selon vous? Moi je parle des sous l'administration Trump. Parce que les Américains, ce n'est pas une panacée. Ils ne nous amènent pas. Ce ne sont pas eux qui viennent. Ils font d'abord pour leur propre intérêt. Quand ils disent je vais valoriser les coltans, et toi Congolais, nous avons Alpha Mine qui est là et tout ça. Donc ils vont d'abord les valoriser pour eux. Vous-même, vous avez dit, ils prennent les entreprises, les raffineries qui ont été installées au Rwanda depuis toujours. Tout ce qu'ils font, c'est de faire en sorte que ça soit clair, qu'on puisse un peu nettoyer, blanchir la chaîne d'approvisionnement maintenant. Parce que c'est la même chaîne d'approvisionnement qui a toujours approvisionné le Rwanda. On ne sait pas quels accords ils vont faire avec des entreprises industrielles
Parce que jusqu'à présent, ce sont des entreprises, c'est l'artisanat minier qui amène au Rwanda et tout ça. Donc il y a encore beaucoup de flou dans cet accord. Il ne faut pas aussi spéculer sur le sexe des anges lorsque l'accord lui-même, lorsque le deal lui-même économique n'a pas encore révélé son contenu. Il faudra être beaucoup plus prudent. Vous savez, les Congolais, il y a beaucoup de sceptiques. Il faut un peu d'eau dans le vin, mais nous abordons aussi cet autre sujet important. Mais avant de revenir à l'homme de la société civile, je me tourne de votre côté. Dites-nous concrètement, est-ce que on peut construire la paix sans justice, sans mémoire et sans rendre compte des crimes? Autrement, l'arbitre américain n'est pas un juge pour parler des crimes qu'il y a eu, bien qu'il ait évoqué ça. Le Rwanda s'est construit une sorte de muraille judiciaire pour échapper à certains dossiers sales et surtout des crimes. Oui, on n'est pas signataire n'a pas ratifié le traité d'Aram. Et maintenant, cette paix, on oublie tous les morts, on oublie tous ces sacrifices, les plus grands génocides. Oui, parce que aussi on peut chercher la paix sans chercher le développement. On peut chercher la paix sans justice. Mais ce que ça fait qu'une trêve. Ce n'est pas la paix qu'on va avoir, on aura une trêve. Parce que ce qui devait être en avant n'est pas mis en avant. Et ça, comme vous dites, il n'y a pas de différence idéologique entre les groupes des pôles. C'est parce que tout le monde a la même idéologie. Moi, je suis idéologiquement différent, mais il n'y a pas de différence idéologique entre un Kabila et Tshisekedi et Fayulu. Parce que tous veulent du prêt-à-porter. Vous tous, vous parlez de la paix. Mais il y a des gens comme nous qui disent non, il faut le développement. On devait, comment on a fait, jeter, si j'oublie le terme en français, jeter nos minéraux pour l'expertise. Mais comme vous voyez, Kabila l'a fait, tout ça c'est du prêt-à-porter. On nous amène le Kabila, c'était, comment on appelle ça? Saint-Chanchan. Comment on appelle ça? Je ne sais pas. Oui, Saint-Chantier. Et puis après, c'était quoi? Oui, mais il semble que on nous a construit des infrastructures de mauvaise qualité, donc piètres, et l'argent, les milliards sont entrés dans les poches des individus sous son régime. Mais ça n'a pas profité au pays. Mais c'est quoi la différence? Je ne vois pas la différence qu'on aura aujourd'hui, parce que tous veulent encore du prêt-à-porter. Ils veulent la paix, ils veulent, on va nous construire ceci, mais l'expertise congolaise. Et je reviens à Lumumba, parce que je dis, Lumumba voulait échanger nos minéraux pour l'expertise, construire notre expertise. Et tout le monde que vous voyez aujourd'hui, hein, je dis, ils ne sont pas différents. C'est pour cela qu'il n'y a pas de grande discussion. Même quand on parle de conférence nationale, comment on appelle ça ces derniers temps? Parler dialogue. Dialogue, ça sera, qu'est-ce qu'il y a à voir la différence entre des gens qui pensent la même chose? Qu'est-ce qu'il y aura de différent entre nous, et Moïse Katumbi et Tshisekedi qui pensent qu'on doit brader, oui le mot, brader nos minéraux pour du prêt-à-porter. Et c'est ça qu'on doit revenir. On doit revenir idéologiquement pour dire c'est quoi le différent. Moi je dis, on doit brader, selon moi, selon le principe de Lumumba, nos minéraux. Parler de minéraux qui peuvent s'épuiser pour une certaine expertise. Nos minéraux ne vont pas développer le Congo, mais ça peut être un ingrédient pour le développement de la RDC. Et le seul moyen de le faire, c'est comprendre comment faire une formule, comment on va brader nos minéraux pour avoir l'expertise. Vous êtes trop dans les théories, vous sentez que c'est de l'idéalisme. Sans idéalisme, on n'aurait pas eu l'indépendance. Par moment, sans proposition concrète. Vous voulez des propositions concrètes? J'ai donné ça. Les minéraux contre l'expertise. Ouais. Concrètement, c'est quoi? On peut dire, par exemple, une compagnie qui ouvre en RDC. Ça se fait partout. Ce n'est pas un schéma normal. On dit ça vient, ça gagne 50%. Les citoyens congolais gagnent 50%. Qu'est-ce que c'est que le 50%? Les 50%, c'est le droit des minéraux. Ça veut dire une compagnie. On va faire comme les Chinois. Pour extraire en RDC,
on aura 50% des Congolais qui vont le faire. Ça veut dire que tôt ou tard, les Congolais sauront comment extraire. On peut dire, par exemple, le Congolais, surtout je continue à dire, au lieu de parler de la RDC, un pays solution, on doit faire du Congolais un autre solution. Ça veut dire on veut parler, par exemple, de la transformation de cobalt qui va amener à la batterie. Pourquoi on n'exige pas les Chinois de commencer de faire les usines en RDC pour faire les batteries? Vous savez comment les Chinois ont appris à faire les batteries? C'est à cause des Américains. Ils ont amené les Américains à construire chez eux. Et petit à petit, le Chinois a appris comment faire la batterie. Voilà. On ne doit pas transformer, on doit innover. Et on fait doit allusion à ce qu'on apprendre. appelle joint venture. Voilà. Merci pour le Et mot. ça a beaucoup aidé la Chine à se prendre en charge. Mais les Chinois sont entrés dans les capitaux des étrangers, des Occidentaux. Oui, Mais mais on saura tricher. l'Éthiopie a essayé également, mais vous voyez que ça Il a voulu tricher chez les Chinois qui ont triché ailleurs. Ils savent que tu veux tricher. Oui. Et voilà. Moi, je pense Vous avez la même question et puis on atterrit. Moi, je pense que voilà. pour que nous puissions gagner Oui. dans cette histoire, il y a beaucoup de choses. Vous avez parlé des pièges et tout. Mais je pense qu'on doit considérer des dimensions. D'abord, je pense que les entreprises américaines qui vont venir sont des entreprises industrielles qui peuvent avoir des contrats de joint venture avec les Congolais, avec les entreprises congolaises, notamment Gécamine, notamment Sakima et autres choses. Mais la part importante de la population, comme l'avait vraiment fait Musée Laurent Désiré Kabila, c'est l'artisanat minier. Cet artisanat minier, les Congolais peuvent s'y retrouver à fond si l'artisanat minier est soutenu, bien encadré. Aujourd'hui, l'artisanat minier, c'est les parents pauvres. Et c'est de là, les groupes armés s'alimentent de cela. Et même quand on dit que les Rwandais pillent les richesses du Congo, ils les pillent à travers l'artisanat minier. Et ce sont parfois des Congolais encore qui font par la fraude pour amener. Si l'artisanat minier est bien encadré et que cet artisanat minier produisent suffisamment, les zones d'exploitation artisanale sont dédiées et tout ça, je pense que nous pouvons tirer profit de ces contrats-là d'une façon. Après, les entreprises qui vont venir exploiter au Congo vont amener au Rwanda pour être transformées. Qu'est-ce qui nous empêche de pouvoir investir dans la transformation chez nous? Que nous commencions aussi à transformer une partie de nos minéraux chez nous. Bien sûr, on les transforme pour les envoyer à l'extérieur, mais on ne sait pas faire des produits finis en République démocratique du Congo. Mais donc, je pense... mais il y a Cobalt. Cobalt, une entreprise américaine qui a également des parts importantes de l'homme de Microsoft, comment on l'appelle, Bill Gates. Bill Gates. Cobalt a donc racheté les parts de AVZ, l'Australien, pour exploiter une grande partie de mines de lithium dans le Manono, territoire de Manono, dans le Tanganyika. Alors, à ce niveau-là, vous voyez l'environnement, vous voyez ceux qui viennent, ils amènent plus d'1 milliard dans un premier temps avant d'éjecter d'autres capitaux. Mais je reviens à ma question maintenant. On doit parler expertise, mine, investissement, développement, mais le sang a coulé, le sang des Congolais. Il y a eu des crimes. Okay. Alors, à ce niveau-là, on doit faire tabula rasa, purificatoire, on lave les Rwandais et leur relais interne, que vous appelez Congolais, pour dire, voilà, chez le Dieu le Père, il a pardonné tous les péchés. Vous êtes revenu encore sur cette question. Non, je dis, il a pardonné tous les péchés. J'ai dit ceci, on pardonne. La paix, c'est la paix a ses prix. Nous avons l'expérience de Kisangani. L'expérience de Kisangani, tout est fini, il n'y avait rien. Mais le gouvernement congolais est allé en justice. Ce n'est pas le fait de ne pas signer le statut de Rome qui vous empêche d'être... Il y a la Cour de justice internationale et qui a reçu le Congo. Et le Congo a eu gain de cause. C'est le Congo qui a mal négocié simplement. Il est parti, il a monté les enchères jusqu'à je ne sais pas combien de milliards, jusqu'à se retrouver dans des centaines de millions, encore qui posent des problèmes avec tout ce qu'on connaît aujourd'hui. Mais les Congolais peuvent toujours militer pour qu'il y ait un tribunal spécial sur le Congo. Ils peuvent toujours amener les problèmes à la justice internationale. Aujourd'hui, nous avons vu vraiment chapeau bas à Maître Loumou et toute son équipe qui ont défendu la cause devant la Cour je ne sais pas, africaine pour que les Rwandais
soit reconnu, qu'il peut être Maître qu'il peut passer. Loumou est maintenant juge à Oui, la Cour constitutionnelle, donc devant la Cour africaine des droits de l'homme Oui. et de peuple. C'est une procédure qui a été accélérée pendant que Loumou est déjà Oui, juge. c'est ce que j'ai dit. J'ai travaillé avec lui dans la société civile. Vraiment, il a été aussi dans les négociations pour l'Ouganda et tout ça. Mais ici, quand même, il nous a apporté un coup de génie. Et je pense que le Congo, maintenant, doit savoir négocier. Dans de tels cas, quand on a gain de cause, savoir négocier. Mais aujourd'hui, regardez ce que l'Ouganda nous paye. Bon, après tous les crimes qui ont été commis, ne doivent pas passer inaperçus. C'est pour cela que le processus est double. Le Rwanda et le Congo, c'est un processus, et le processus interne aussi est un autre. Mais il faudrait qu'on arrive à avoir la justice transitionnelle qui permet de réparer, qui permet de connaître, il faut des vérités et tout ça. Et on peut même établir une vérité de réconciliation entre le Congo et le Rwanda pour que vraiment les crimes soient reconnus et soient punis et soient réparés. Et moi, je suis partisan de cela. Voilà. C'est une idée. Vous savez, du choc d'idées jaillit la lumière. Pas toujours. On finit. Du choc d'idées jaillit la lumière. Pas toujours. Alors, moi, je ne suis pas dans un débat, vous dites pas toujours. On termine, et c'est votre conclusion. Dany a déjà conclu. Le centenaire de Lumumba, pratiquement, le centenaire de Lumumba, une commémoration symbolique ou tout simplement une occasion manquée de réveiller la conscience panafricaine. Déjà, panafricain, il rit parce qu'il sait que je ne suis pas panafricain. Je dis c'est un test sur lequel on a échoué. On parle de patriotisme autour des gens. Mais quand on parle autour d'une idée, parce que le Lumumba aujourd'hui c'est une idée, on ne voit rien. C'est triste qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes dont j'ai parlé ne savent pas que Lumumba est né le 2 juillet. C'est triste. Comment ça se fait qu'on ne sait pas l'idée de Lumumba? Et j'espère que... Au contraire, il y en a qui connaissent la date de naissance et de la mort de Montesquieu, oui. Chamberlain, Gobineau. Ils vous citent ça comme ça, mais ils ne peuvent pas. Par exemple, Lumumba, il y a une collection de ses idées. Il y a un livre, Congo, mon pays. Beaucoup de gens ne savent pas que ça existe. Est-ce que c'est la famille de Lumumba qui devait le faire? Combien fréquentent les bibliothèques encore? Non, même pas ça. Je dis, est-ce que c'était à la famille de Lumumba de faire ça? Ou Lumumba, en tant que héros national, c'est à nous tous de s'en approprier. Je dis que la nation, on a failli en ce jour. Merci d'avoir une émission dessus, mais en général, on a failli en ce jour. Sans remerciements qui doivent être adressés à Congo 26 Télévision. À Congo 26. Non, à ma petite personne, voilà. À Congo 26. Et j'aime bien, on est venu ici, je ne savais pas que tu étais lumumbiste. Heureusement, on peut échanger les idées. Je pense que Lumumba, s'il était vivant, il regardait cette émission, il serait content parce qu'il voit des Congolais qui s'affrontent sur les idées. Les morts ne sont pas morts, ils se reposent. Lumumba, c'est un esprit. Voilà. Oui, bon, d'abord dire que la date d'aujourd'hui... Je ne suis pas égoïste. Non, la date d'aujourd'hui, coup de chapeau de l'avoir réveillée, bien que les révolutionnaires ne fixent pas beaucoup leur attention sur la naissance, mais plutôt sur la mort. Parce que beaucoup de révolutionnaires sont mal tués. Et Lumumba, tous les panafricanistes du monde, tout le monde fixe beaucoup plus le 17 janvier. Donc c'est là qu'on se souvient effectivement de Lumumba. Ça ne veut pas dire qu'il nous passe inaperçu, mais les réveiller pour connaître sa date de naissance et savoir 100 ans, c'est énorme. Maintenant, moi, il y a beaucoup de choses que Lumumba nous a léguées. Par exemple, aujourd'hui, si on parle d'un État laïque au Congo, c'est grâce à Lumumba. L'enseignement public, ici, la valorisation de l'enseignement public... Mais il n'était pas écouté. Il a même répété, je l'ai suivi. Il a dit aux catholiques, aux protestants, Kitawale, Kimbanguistes, Vuvuamu, il leur a dit que chacun s'occupe de prêcher l'évangile. C'est ce que je suis. Et laisser l'État, laisser le gouvernement, donc les politiques s'occuper de la gestion de la chose publique. C'est pour cela que mais jusqu'aujourd'hui, là, non, mais vous voyez les désordres qui ont été tenus par les hommes en Soudan. Il parle de dialogue. Il aimait beaucoup le dialogue. La laïcité, si aujourd'hui notre constitution,
reconnaît la laïcité, c'est grâce à Lumumba. C'est Lumumba, quand il a rédigé les premières notes de ce qui devait être la Constitution, il a beaucoup insisté sur la laïcité de l'État. Et ça, on va le reconnaître. C'est le plus grand héritage qui nous a quand même laissé Lumumba. Et puis le dialogue, Lumumba aimait beaucoup le dialogue. Parce que c'est grâce au dialogue, la table ronde, c'était un dialogue. Hein, c'était un dialogue. Et sans Lumumba, on ne savait pas aller Merci, Dani. Oui, le dialogue, c'est bien. Mais pas avec le s'il vous plaît, le dialogue, c'est bien. On n'entre pas dans ça, mais moi, je s'il vous plaît, le dialogue, c'est bien quand on a un idéal, mais dialoguer avec qui? Pour quelles raisons? Parce que le serpent est dans la maison. Il a déjà mordu autant de membres de la famille. Vous allez dialoguer sur quoi et avec qui? C'est très important. C'est moi qui pose des questions aux téléspectateurs. J'ai été à Onaloa, dans le Katakokombe, plus d'une fois. J'ai même été dans la maison familiale de Patrice Emery Lumumba. J'ai monté un documentaire de près de 15 minutes qui est arrivé jusqu'à Caracas, au Venezuela, chez Hugo Chavez. Et certains diplomates, il y en a qui ont contribué. D'ailleurs, le pont sur Onaloa a été jeté sur financement de certains partenaires, coup de chapeau à Cho Kitundu, et la maison familiale de Lumumba. Ce sont les chauves-souris qui font la fête dans la chambre même où a passé nuit le héros national à Onaloa. Vous m'écoutez, vous qui êtes à Onaloa, j'ai mis mes pieds là-bas, mais alors, il y a encore de l'espoir pour mieux faire. Il était plus de Kisangani que de Onaloa. Voilà. Mais il est allé à Kisangani déjà adulte. Déjà adulte. Ouais. Donc, voilà. Merci. Nous avons fini. Merci. À très bientôt. Avec le même plaisir. Portez-vous très bien sur Congo 26 Télévision, la chaîne de l'unité nationale. Pensez Congo et Congolais, et pensez pas votre ventre, votre nombril. Il y a beaucoup de valeurs que nous pouvons privilégier. Le voisin, il est trop petit, il ne saura pas nous subjuguer. Nous allons nous relever comme une grande nation. J'en ai la foi. À très bientôt. Merci.